Fin d'année, on sera à 60 lots, un chiffre d'affaires d'environ 500 000 euros annuels, c'est-à-dire de loyer encaissé. On est déjà sous compromis pour la suite pour un immeuble d'environ 250 000 euros l'année prochaine. Et en marchand de biens, j'ai déjà fait environ 70-80 lots. J'ai une quinzaine d'opérations en cours en ce moment. Et j'ai réalisé environ 50 000 mètres carrés de terrain à bâtir. Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une interview exceptionnelle avec Sébastien. Sébastien qui est marchand de biens, investisseur dans le locatif. Aujourd'hui il va nous raconter son parcours en tant qu'investisseur, les problèmes qu'il a pu connaître dans ce domaine. Merci Sébastien de nous recevoir aujourd'hui dans ton bureau. Écoute, merci à toi d'avoir fait le déplacement de ville, c'est agréable d'apprendre à te connaître. Pas de souci, écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter un petit peu ce que tu fais actuellement en tant que marchand de biens, en tant qu'investisseur dans le locatif? Ok, écoute, moi Sébastien, j'investis, j'ai quatre piliers à mon économie. Le premier c'est le locatif, le deuxième donc c'est du marchand de biens, mais j'ai démarré par la maîtrise d'œuvre d'exécution. Alors je précise parce que souvent tout le monde connaît, mais pas la maîtrise d'œuvre d'exécution. C'est en gros, les archives font jusqu'à la dépôt du PC et moi je m'occupe de faire la réalisation du projet pour le maître d'ouvrage. En gros, on consulte les entreprises et on amène les projets de bout en bout. Donc l'immobilier de base, ça me connaissait, c'est ma formation de base. Je suis ingénieur bâtiment. Et ensuite, j'ai le cercle des marchands de biens où je fais, là, cette fois, c'est un incubateur à marchands de biens où j'accompagne des marchands de biens à grandir, à se professionnaliser dans le métier. Parfait, super. Tu nous parleras de ça juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'immobilier, d'où t'es venu l'envie d'investir dans l'immobilier? Alors moi, ça m'arrivait très très tôt, parce qu'à l'époque, j'avais ma famille qui en parlait. Alors c'était pas du tout comme on voit maintenant sur les réseaux sociaux, parce que ça n'existait pas tout ça sur internet, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc j'ai voulu investir une première fois à l'âge de 18 ans. On expliquera sûrement tout à l'heure comment ça s'est passé. Et ensuite donc, j'ai laissé un peu tomber et j'y suis revenu il y a 4-5 ans pour suite en fait à l'arrêt d'une structure commerciale, j'ai décidé de réaccélérer dans l'immobilier. Et donc là, je me suis repassionné via le locatif et le marchand de biens. D'accord, ok. Donc, premier immeuble, tu m'as dit que tu allais nous en reparler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le premier immeuble que tu as? Alors j'ai investi à 18 ans et demi avec mon frère, avec mon frère et un oncle et une tante, tous à 25%. Ils sont venus avec nous pour qu'on ait le levier parce que dans une SCI. Dans une SCI. Alors justement, première erreur, pas la SCI, mais la SCI à l'IR. Donc tous à 25%, aucune notion fiscale, on emprunte juste le prix du bien, donc une belle maison de maître où en fait du coup on voit que le fait, c'est la plus belle maison de la ville, tu vois. On achète un petit peu plus cher que le plus cher. Ah non, ça va encore, mais l'ego, tu vois, qui prend le dessus en disant c'est beau, etc. Donc loyer moins crédit fonctionne, donc on dit banco, on est parti. Première année on s'en aperçoit pas, deuxième année tout va bien, la troisième année ou quatrième année les impôts arrivent. Et là, je dois payer 6 000 et quelques, je me souviens, c'est 6 000, je sais plus combien d'impôts. À cette époque-là, j'avais aucune notion de gestion de finances, etc. Je venais de m'acheter une moto. D'accord. je gagnais 1000 balles par mois, j'étais en école d'ingé par alternance, et du coup, je la revends pour payer mes impôts. Et là, je dis, non, mais c'est quoi l'immobilier, j'arrête. D'accord. Et du coup, au lieu d'arrêter, on a appelé des fiscalistes et tout qui nous ont fait passer la société à l'IS, etc. Parce que quand on est à l'IR, on peut passer à l'IS. Et d'ailleurs, maintenant, on peut faire aussi l'inverse. Et donc on est passé la structure à l'IS, on a refinancé le bien, ensuite j'ai racheté les parts de mon oncle et ma tante avec mon frère pour être à 50-50 et ensuite mais maintenant on avait mis très très peu de travaux encore, puis pas de différés, toutes les conneries qu'il faut pas faire et donc la passion de l'IMO, t'en as un peu ras-le-bol, tu vois, parce que c'était plutôt une charge et du coup on l'a gardé on a gardé 12-13 ans et c'était plutôt des refinancements, beaucoup de travail pour au final, alors pas peu de résultats parce qu'on on perd pas, on apprend et ça m'a donné de la crédibilité plus qu'autre chose sur la suite, donc c'était quand même une très bonne étape mais qui m'a un peu dégoûté de l'immobilier au démarrage. D'accord, donc un bien que tu as revendu et donc tu as récupéré ta petite enveloppe. C'est ça en fait, au moment où je décide d'accélérer dans l'immobilier, je me dis, il y a un moment, il va falloir montrer ce que tu as. Alors au départ, je veux racheter simplement les parts de mon frère.
D'accord. Tu vois, encore une fois, et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, vous attachez pas au bien, parce qu'en fait, ça c'était voilà, j'étais attaché à ce bien-là, ça faisait de longue date qu'on l'avait, et j'ai voulu racheter les parts pour me dire, je le garde, parce que j'avais passé tellement d'énergie là-dessus, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, quand on pose tous les chiffres, et c'est mon frère qui m'a dit, mais putain, arrête, tu t'es juste obstiné parce que tu veux le garder, arbitre, prends le cash, passe sur autre chose. Et c'était la facilité parce que pas besoin de rechercher un nouveau bien, etc. Et donc j'ai suivi ces conseils qui m'ont permis derrière de montrer au départ crédibilité, puis ensuite d'avoir du cash pour faire d'autres investissements derrière en marchant. D'accord, donc ce cash, tu l'as utilisé au moment où tu as voulu rebondir dans l'immobilier. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à refaire de l'immobilier après cette première erreur? Ouais, alors non, en fait, c'est pas, au démarrage, donc je monte une structure commerciale de maître d'œuvre d'exécution, la première qui marche très très bien, mais à ce moment-là, on est associé avec mon frère. Et je fais beaucoup de choses avec mon frère à cette époque. et on est plutôt des grands, pas solopreneurs, mais des grands freelance. C'est-à-dire qu'on n'embauche pas, on ne structure pas la boutique, on est vraiment dans une structure commerciale où il n'y a que notre temps qui est récompensé. Et donc en fait, on travaille énormément, on a de la trésor, etc. Mais voilà, tu sens bien que si tu as un coup dur, c'est fini. Et à un moment, je prends conscience avec les enfants et tout, de me dire, c'est pas une fin en soi. Et donc je décide de partir dans l'IMO. Je dis, c'est pas parce que tu as fait des galères que tu vois bien qu'il y a des gens qui y arrivent. Alors, je regardais pas encore tout ce qu'il y a sur Internet, mais je dis, à un moment, il faut que tu regardes. Tu comprennes, et là, mon premier réflexe n'est pas d'aller sur Internet pour voir ce qui se passe, mais plutôt d'aller voir des gens qui ont réussi, discuter avec eux en mode réseau, d'arriver à comprendre comment ça se passe pour tout simplement essayer de moi-même. Et c'est de ce moment-là que je décide de quitter ma structure commerciale pour me relancer dans l'immobilier. Et de petit à petit, à force de me former et de comprendre, je décide d'arbitrer, mais l'arbitrage c'est long, ça se fait pas en 2 mois. Donc j'avais déjà investi dans le locatif au moment où l'arbitrage s'est fait. D'accord. Donc, quand tu t'es remis dans l'immobilier, tu as commencé par du locatif, comment ça s'est passé? Alors oui, quand j'ai décidé d'y retourner, en fait, le marchand de biens, achat-revente, ça ne me parlait pas du tout. J'ai vraiment fait du locatif au départ, avec ce qu'on en entend sur les réseaux. Du coup, là, après, je me suis formé. Alors pas via les réseaux, au départ, plutôt via des professionnels qui m'ont coûté beaucoup plus que ce que vous avez sur les réseaux. Et ensuite, j'ai pris une première formation qui m'a permis de voir grand plutôt que d'apprendre en soi, parce que j'avais déjà, je pense, pas mal de tips. Mais et donc là, je décide d'aller sur le locatif, d'accélérer, ce qui se passe très très bien. J'ai eu la chance d'aller très très vite. Mais par contre, au bout d'un moment, comme tout, on détecte. Les encours montent, les banques te disent bon, attention, il va falloir commencer à faire attention. Et là, naturellement, en fait, le marchand de biens arrive parce qu'il faut que je puisse sortir les biens que j'avais trouvés. Je suis pas du genre à abandonner. Et donc, j'ai décidé de comprendre le marchand de biens face à mes problèmes de levier bancaire. D'accord. Et le marchand de biens, ça consiste en quoi exactement? Alors, le marchand de biens, c'est très très simple. C'est vrai, non, mais beaucoup, tout le derrière, mais le fondamental du métier de marchand de biens, c'est tu achètes du mètre carré. Okay, donc tu vas comprendre ton marché, tu achètes du mètre carré, un immobilier c'est des mètres carrés, et tu vends du mètre carré ou des rendements en ayant traité des problématiques à l'intérieur pour ton client. Alors je précise ça, parce que souvent on me dit ouais mais du coup il faut faire plein de trucs. Non, parce que la problématique de ton client ça peut juste être j'ai pas le temps de chercher. tu vois la nuance, hein, c'est important parce que y a des marchands qui ont du mal à dire je vais vraiment pas acheter cher et je vais le vendre au prix du marché. D'une, c'est ton métier, et de deux, si tu trouves une pièce d'or par terre, tu vas pas la vendre au prix de l'argent sur le marché. Tu la vends au prix de l'or, et donc toi, c'est ton métier, tu passes du temps. Et donc, en fait, voilà, quand je dis résoudre des problématiques, ça peut être des problématiques d'urbanisme, ça peut être des problématiques de travaux, ça peut être des problématiques du client pur et dur que tu dois lever, des problématiques fiscales, etc., un accompagnement que tu peux donner, tout un tas de choses qui vont te permettre, suivant tes forces et tes faiblesses, de valoriser ton bien et de pouvoir le vendre à un prix de marché ou à un prix même au-dessus du marché parce que tu as ramené plus que le prix de l'immobilier. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais été très vite quand tu t'es remis sur pied dans l'immobilier, que tu avais fait du locatif, que tu es vite passé au marchand de biens. Est-ce qu'il est facile, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs financements dans du locatif, dans du marchand de biens la première année, lorsqu'on se lance, est-ce que c'est possible? D'abord, locatif. En locatif, la première année, c'est plus facile. Après, c'est plus facile, mais bon, c'est des stratégies qu'on peut pas toujours dire sur les réseaux sociaux, mais on peut amener plusieurs dossiers de front dans des banques différentes. Certains le font, certains le font pas. Alors, c'est pas ce que j'ai fait. Hein. Nous n'en parlerons pas. Voilà, mais certains le font, donc je préfère le dire. Mais en tout cas, au démarrage, nous,
on gagnait 4 000 € dans notre couple à deux, donc c'est pas énorme, hein, avec une maison à rembourser sur un crédit de 1 100 € par mois, je crois, donc voilà, tu vois, dans les taux d'endettement. Et par contre, on a proposé des biens vraiment rentables dans une période où le 110% était plus qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il existe encore, on est en 2021 et j'en ai encore eu cette année, mais à l'époque c'était encore plus traditionnel. Le 110% c'était très très simple et c'était même monnaie courante quand on le demandait. Donc ça a été assez simple, sans apport. Par contre, il fallait impérativement, la chance que j'avais, c'est que j'avais le savoir-faire des travaux, donc j'ai pu très vite valoriser une compétence travaux et du coup les pochettes avec beaucoup de travaux ont été facilement finançables pour moi. D'accord. Qui a fait que j'ai pu vite valoriser les biens, les faire réestimer, et c'était des biens à gros rendement, donc du coup en fait j'ai pu enchaîner, donc ça c'est pour la partie locatif, hein, sur la première année. Sur la partie marchand de biens, donc c'était une autre étape, mais en marchand de biens c'est différent. Je dis souvent qu'il faut trois choses, il faut du cash, il faut du savoir-faire et de l'expérience. Après il faut choisir à l'intérieur des trois, tu n'es pas obligé d'avoir les trois à fond quand tu démarres. Par contre, il faut trouver les leviers pour aller chercher ce qui te manque. Et donc moi, quand j'ai démarré, j'avais pas ou peu de cash. Je devais avoir une vingtaine de milliers d'euros. Donc j'ai démarré par des opérations plus petites. J'ai arbitré, je me suis occupé de l'arbitrage pour lever des fonds, etc. Et ce qui m'a permis d'aller sur des petites opérations. Et je me suis très vite associé sur des opérations plus grosses pour aussi montrer de la crédibilité, parce que en tant que marchand, tu peux avoir même tout l'argent du monde et des moments on va pas te prêter parce qu'ils vont dire non mais t'as pas le savoir-faire, t'as pas d'expérience, tu vas aller au carton. J'ai pas envie que toi qui es un bon client tu perdes tout ce que t'as mis à gagner. Ouais, je comprends. Tu vois, et ça, à des moments, on a du mal à le comprendre, hein, parce que vraiment, c'est pas parce que vous avez réussi, que vous avez des choses, que tout de suite on va vous dire on vous ouvre des lignes de crédit. Non, le banquier va vous protéger. Donc il y a vraiment le savoir-faire et l'expérience qui sont aussi importants. Et le savoir-faire, hein, c'est juridique, fiscal, l'opération, etc. Hein. Et l'expérience, c'est d'avoir déjà fait. C'est très frustrant, mais moi j'ai des banquiers qui m'ont expliqué. On demande un crédit, il faut déjà faire quelque chose, mais il faut déjà avoir fait. Exactement. Mais vraiment, hein, pour en avoir discuté avec un banquier qui ont travaillé beaucoup, il nous a dit qu'il a forcé des jeunes marchands à s'associer avec des vieux marchands, alors qu'ils avaient l'argent, ils avaient la revente, ils avaient tout packagé. Pour être sûr. Mais ouais, la sécurité, le mec il va voir ce que nous on n'a pas vu, etc. Et du coup ils l'ont forcé à se diluer. Mais encore une fois, l'entrepreneuriat c'est step by step et ça te permet d'aller plus loin derrière. D'accord, parfait. Là tu nous as parlé des financements en marchand de biens. Petite question par rapport à ça. Tu nous en as parlé, dans le locatif c'est facile, on va dire c'est plus facile d'avoir des financements. On peut en avoir à 110%, donc on met vraiment pas d'argent de notre poche. En marchand de biens, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut se lancer dans le marchand de biens avec seulement 500 € sur son compte en banque? Alors, comme je t'ai dit, oui c'est possible. Je fais une grosse image. Hein. Ouais, mais en allant chercher les leviers. C'est-à-dire que sans cash, on ne peut pas faire d'opération de marchand de biens. Alors vous entendrez peut-être des gens vous dire ouais mais lui il a réussi, oui il a fait des montages à la con avec des risques de requalification, etc. Et c'est pas, quand on le fait en professionnalisant les choses, encore une fois, il te faut au moins 20% d'apport sur ton prix de revient d'opération. Donc l'achat, les frais annexes, notaire, banquier, etc., les travaux, et ça te donne ton prix de revient, ton coût d'opération, et ça il te faut 20% de ce prix-là, minimum en apport. Minimum. C'est quand tu démarres, on peut aller jusqu'à 30%. Et même des gens, quand on va sur des opérations beaucoup plus grosses, à risque, ils peuvent te demander, même si tu as l'expérience et un savoir-faire, 50%. J'étais justement ce matin au téléphone avec un gros marchand de biens expérimenté qui me parlait de ça. Donc nous, on ne peut pas démarrer sans cash, sauf si, bien sûr, on va chercher les leviers. Un peu comme aller chercher des gros encours bancaires, vous allez prendre un associé qui va vous amener du levier bancaire. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui, lui, a du cash et qui va savoir le poser sur la table pour s'associer avec vous en ayant confiance en votre expertise, votre savoir-faire et ou votre expérience si vous l'avez déjà fait, parce qu'il y a des marchands de biens mais qui sont en cash squeeze, donc plus de cash, et qui sont obligés d'aller chercher des gens juste pour ça, malgré qu'ils aient plein d'opérations en cours, mais pour pas laisser passer les opportunités, ils sont obligés. Donc voilà, en marchand, on peut démarrer sans, parce que moi j'avais très peu, et je suis allé sur des opérations plus grosses que moi, mais j'y suis allé avec le levier associatif. Et là actuellement, ça fait combien de temps, on va dire, que tu investis vraiment dans l'immobilier, où tu t'es vraiment remis à fond dans l'immobilier? Je me suis remis à fond il y a 5 ans, le temps de mettre une stratégie en place, etc. Et ça fait 4 ans que j'ai commencé à reprendre du levier bancaire et à vraiment accélérer et à en faire un pur business. Mais vraiment un pur business. Je ne suis pas allé seul, hein. Nous, on est en couple, du coup on travaille, on a démarré à 2, et donc c'était plus facile d'accélérer vite parce que on s'est dispatché les tâches, ce qui a permis de faire beaucoup plus de choses. D'accord. Et là actuellement, tu as combien de biens en immobilier, on va dire? Tu as fait combien d'opérations en marchand de biens?
En moyenne? Ouais, aujourd'hui on est environ à ce jour, ou en tout cas à la fin d'année, on sera à 60 lots. D'accord. Un chiffre d'affaires d'environ 500 000 euros annuels, c'est-à-dire de loyer encaissé. En locatif. On est déjà sous compromis pour la suite pour un immeuble d'environ 250 000 euros l'année prochaine. D'accord. Encore une fois, en fait, c'est exponentiel. On avance. Oui. Bah oui, on met l'énergie sur des choses plus grosses, etc. Donc normalement, ça devrait aller au bout. Je vais chercher un financement dans les mois qui arrivent. Et en marchand bien, j'ai déjà fait environ 70-80 lots. Et j'en ai beaucoup, j'ai une quinzaine d'opérations en cours en ce moment. Et j'ai réalisé environ 50 000 mètres carrés de terrain à bâtir, soit en ZAC, soit en découpe de terrain pour... Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que de la ZAC? Ah oui, ZAC est une zone d'activité commerciale, c'est-à-dire que c'est là où vous pouvez mettre des locaux professionnels ou commerciaux suivant les endroits et les cahiers des charges des agglos ou des communes. Tu n'as jamais connu de galère dans l'immobilier? Alors ça c'est toujours la question difficile parce que alors j'en ai eu plein je pense, mais déjà la chance que j'ai c'est que je vois ça comme un business, comme je dis on est plusieurs. J'ai très vite pris des équipes parce que quand on va vite j'ai des équipes avec moi et en fait on partage ces problématiques chaque jour où on échange, etc. Je vais dire les problèmes on en a plein, donc aller en citer un plus qu'un autre, franchement j'ai pas. Le vrai truc c'est plutôt encore une fois mindset, l'entourage, alors je sais pas si critique c'est le bon mot, mais des gens qui vous comprennent pas, en fait t'es obligé de se désentourer pour avancer et de s'entourer de meilleures personnes. Donc ça a été un vrai travail qui est obligé de faire et qui est un travail très profond parce que il touche des moments de la famille, des moments des amis, des moments des connaissances, et je pense que ça a été vraiment le vrai challenge de ces étapes. Beaucoup plus que les galères au fur et à mesure qui sont arrivées, mais si j'en ai une, mais c'est encore une fois c'est anecdotique par rapport au reste, c'est un jour j'ai signé sans condition suspensive un truc et je suis monté le soir et j'avais des larmes presque qui coulaient en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis la famille en risque, on va être obligé de faire un chèque de 100 000 si j'ai pas le financement, j'ai pas la thune, je sais pas comment je vais m'y prendre, et ma femme me dit t'as toujours réussi à te sortir de tout, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas, il te reste du temps. Et c'est passé. Exactement, et puis en fait 2 semaines après c'était réglé, j'avais trouvé, encore une fois le cerveau résout les problèmes qu'on lui donne. Exactement, il mouline vite dès qu'on a des petits problèmes. Exactement. Donc voilà, ça c'est pour partager une galère en disant que ça arrive à tout le monde, mais le plus dur a été vraiment plutôt le côté mindset, entourage, changer les choses pour y arriver. Tu as pas mal de biens immobiliers, tu as fait pas mal d'opérations, tous rentables j'imagine. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle rentable. Voilà, justement on peut y venir sur cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un bien rentable? Moi j'ai des critères de rentabilité, de rendement que je vais chercher. Je vise toujours du 10%. Ensuite j'ai pu faire du 9% ou du 12%, suivant sur ce que je me positionnais. Mais aujourd'hui j'ai des stratégies, j'ai une stratégie sur le locatif plutôt d'enrichissement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas mon vecteur de cash flow. Donc du coup, j'ai la chance de pouvoir avoir des biens où j'ai mis une stratégie cash flow au début avec des différés qui permettent d'avoir une vraie trésorerie. Et en fait, je prends l'argent dès le démarrage à ce moment-là. Par contre, après, je paye sur des temps maintenant, attention, une autre étape de mon investissement, je paye sur des temps beaucoup plus courts. C'est-à-dire que entre 12 et 15 ans. Pour la vraie constitution de patrimoine. Exactement, en fait. Et ça permet d'avoir de très vite, en fait, tous les ans, d'avoir de l'amortissement et d'avoir un vrai vecteur d'enrichissement, encore une fois, et sur des locaux commerciaux, etc. On paye pas de taxes foncières, on paye pas d'entretien, pas de charge, rien. Et en fait, du coup, c'est vraiment du net avant impôt, et ça nous permet de payer sur des temps plus courts. Alors attention, parce que les impôts vous rattrapent, on dit toujours que moins de 12 ans, c'est dur parce qu'on va se retrouver en cash flow négatif, c'est pas non plus l'objectif. Mais voilà, toute stratégie différée bancaire pour lever du cash, et avoir en fait ce trésor de guerre sur la suite qui fait plaisir à la banque, et en plus et après un temps très court qui fait que les remboursements s'autofinancent. En fait tu es dans une vraie sécurité si tu veux, voilà. Donc voilà mes critères. Par contre, une belle opération patrimoniale aujourd'hui où je sais que j'ai une grosse plus-value latente, je peux aller la chercher à 7% de rendement, parce que je sais qu'il y a une grosse plus-value derrière, parce que j'ai mis cette stratégie avant qui me permet d'avoir du cash sur les différentes structures. Exactement, donc pas forcément tout le temps regarder la rentabilité, mais aussi regarder sur le long terme ce que le bien peut rapporter en plus-value. Exactement, mais ça a été
une stratégie après coup. C'est quand on, Ouais, voilà, c'est ça. quand on tire nos revenus d'autres choses, c'est plus simple. Donc c'est une stratégie que j'ai mis après de le faire. D'ailleurs, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est souvent ce qu'on leur invite à faire parce que pour le coup, ça va plus vite. Mais vu que tu n'as pas ce problème de te créer cette sécurité, bah, tu peux tout de suite avoir ce cash flow négatif ou en tout cas cet investissement pour plus-value long terme. Exactement. Et comment tu trouves toutes ces affaires dans l'immobilier? Alors ça c'est le réseau. Beaucoup de gens me disent quel tips pour faire du réseau. Alors la première c'est de savoir de quoi tu parles. Parce que beaucoup... C'est vrai. non mais pour discuter avec des agences IMO qui ont l'habitude et tout, il y a des mecs qui viennent me voir pour avoir des immeubles à 10% de renta, j'en ai 50 par semaine. Donc il faut maîtriser ton secteur, maîtriser tes analyses, aller vite dans ta décision. Donc là il faut travailler aussi ton mindset. De temps en temps, on n'a pas le temps de réfléchir, on hésite, il faut choisir tout de suite, oui ou non. Et c'est ça, et en fait, si toi tu t'es pas préparé à tout ça, si tu n'en discutes pas avec des gens qui ont déjà fait, bah, tu vas pas aller vite. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est sortir de sa zone de confort parce que tout le monde, c'est pas naturel chez tout le monde d'aller à des endroits, etc. Et donc il faut commencer par aller peut-être à des événements IMO, aller à des endroits où il y a des entrepreneurs. Enfin, en gros, il faut échanger avec les gens, dites ce que vous faites, ce que vous voulez faire, assumez-le. Ne dites pas, j'en parle pas à mon entourage parce que j'ai peur qu'ils me jugent. Bah, mais si tu commences déjà pas à le dire à ton entourage, comment tu vas aller le dire aux gens que tu vas... Ouais, à un moment, il faut que les gens te connaissent, savent ce que tu fais, et petit à petit, en fait, ça cet effet boule de neige pour que les affaires viennent en fait, directement à toi. Parce que l'agent IMO, tu as créé d'autres liens avec lui, pareil. Allez pas le voir en lui parlant que d'IMO tous les 2 minutes. À un moment, tu peux l'inviter à manger, discuter avec lui de ce qu'il a, enfin, ce qu'il fait, ce qu'il aime dans la vie, sa famille, etc. Et en fait, ça crée des liens. Alors, pas avec tout le monde, mais par contre, t'as pas besoin d'avoir 20 agences IMO avec qui tu travailles. Exactement. Il en suffit une ou deux qui sont bonnes, ça suffit pour apporter assez d'affaires. C'est exactement ça. Et ça, beaucoup de gens ont du mal. Par contre, il faut peut-être aller en voir 40 pour en avoir 2. Voilà. Non, mais en fait, c'est toujours la même histoire. C'est qu'au départ, il faut beaucoup de travail. Et étape par étape, accepter qu'il y ait beaucoup d'échecs, et à un moment, ben voilà, quand ça paye, moi j'ai des membres où ils ont fait ce travail, normalement ça tombe avec 1 ou 2 agences IMO. Par contre, il y en a où pour l'instant ils sont encore dans la découverte et ils travaillent avec 4-5, des moments ça tombe à l'eau, ils n'ont pas encore trouvé, tu sais, le réseau fort, et encore une fois, appuyer fort là où ça marche. Et en fait, une fois que tu as les bonnes personnes, ben voilà, tu passes beaucoup de temps avec elles, tu accélères dessus, et puis ben voilà, globalement, ensuite tout ça, mais primordial, bien connaître son marché, connaître ce que tu veux faire, quelle est ta cible, et ensuite tu pourras éviter de faire travailler les gens pour rien. Vous verrez, ça, dans le temps ça paye. Et trouver des bons partenaires. Là actuellement, l'immobilier c'est à plein temps, ça constitue on va dire l'essentiel de tes revenus. Ah oui, enfin l'immobilier, en fait, moi mon groupe tout est sur l'immobilier, hein, donc oui. En termes de temps, je travaille beaucoup plus qu'avant. Je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, mais je conçois pas les gens qui disent je vais faire de l'IMO pour avoir un lifestyle, etc. C'est faisable, il y en a qui l'ont fait, etc. Et je ne juge pas de ça. Sauf qu'en fait, tu te crées tout un autre métier. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Par contre, c'est le métier passion. C'est ça. Ça peut être le métier passion, et donc quand tu es passionné, tu kiffes ce que tu fais chaque matin. Moi, je suis plutôt un lève-tôt qu'un couchard. On compte pas son temps. C'est ça. Tu kiffes. Non, je travaille beaucoup plus. Par contre, j'ai pu m'organiser et travailler de plus près de chez moi. Hein. J'ai fait plein de choix, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent, pour avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle, ce qui est très important pour moi. Et par contre, j'appuie très fort là où ça marche. En fait, chaque année, je fais un état du temps que je passe, ce que ça me fait gagner, des commentaires à côté, parce que des moments on le fait pas que pour l'argent. Hein. Et donc il faut aussi dire si ça te plaît, il faut continuer. Et là-dessus, en fait, je rééquilibre chaque fin d'année. Qu'est-ce que je dois, en tout cas, soit déléguer, soit arbitrer pour vraiment m'en séparer. Et j'appuie fort là où j'ai des résultats. Et depuis ce jour-là, en fait, chaque année, j'augmente réellement ma courbe de résultats en général, que ce soit financier ou autre, d'ailleurs dans certaines boîtes. Un parcours comme le tien, actuellement, est-ce que c'est encore réalisable? Parce que, on va dire, ton parcours s'est quand même fait rapidement, hein, en 4-5 ans. Est-ce que c'est encore réalisable actuellement? Alors, moi, après, j'étais entrepreneur avant tout. Donc, en fait, j'avais déjà fait des choses dans l'entrepreneuriat en maîtrise d'œuvre. Donc, du coup, j'ai adapté l'entrepreneuriat à l'immobilier. Donc, c'est pour ça, peut-être, que j'ai pu aller c'est même sûr que j'ai pu aller plus vite que certains. Il y en a certains qui sont allés plus vite que moi, bien sûr. Mais en fait, c'est parce que j'ai vraiment fait l'entrepreneuriat à l'intérieur. Donc, oui, c'est complètement faisable. Il y en a même qui peuvent aller beaucoup plus vite.
Par contre, il faut vraiment avoir ça vraiment avec une stratégie entrepreneuriale, parce que vous pouvez faire ça timidement à côté pour avoir un complément, nos problèmes, etc. Par contre, si vous voulez aller vite, vous devez voir ça, enfin vous devez entreprendre, professionnaliser les choses. Et donc, pour ça, il faut vraiment s'y donner à 10 000%, en avoir l'envie. Et c'est là que vous aurez les résultats à la hauteur de vos ambitions. Je te le disais tout à l'heure, quand on s'est vu, quand j'ai mis mes objectifs, j'ai fait un choix aussi d'équilibre de vie en général, de perdre 30 kilos, de refaire du sport, etc. Non, mais... Tu as mis des objectifs et tu as mis une stratégie en place pour y arriver. Et voilà, une stratégie complète, tu vois, pas juste IMO, qu'est-ce que je fais, tu vois. Il y a un moment, si tu vas pas bien, si ta vie de couple elle va pas, si ta femme elle a pas envie, voilà, il faut que tout cet équilibre il soit là. Moi j'habitais une belle maison à la campagne, genre une grosse connerie immobilière, parce que je me suis pas retrouvé. Mais à l'époque, bon voilà, j'ai revendu à perte pour arriver en centre-ville, pour être à côté de l'école de mes enfants, partager des moments avec eux, passer du temps avec eux. J'ai pas mon chien, une piscine, 1000 mètres carrés de terrain pour profiter le soir et me balader. Non, je suis en plein centre-ville et j'ai pas le choix. Enfin, ça a été des choix pour pouvoir accélérer. Donc voilà, ça se fera avec des sacrifices. Voir ça comme de l'entrepreneuriat si vous voulez aller vite, mais c'est complètement faisable. Aujourd'hui, il faut les banques prêtent, les banques aiment les entrepreneurs, par contre ils n'aiment pas les pseudo-investisseurs. Ceux qui arrivent non professionnels et qui veulent tout acheter dans tous les sens et puis se prendre pour les rentiers de demain. Mais vraiment, pour en discuter avec les banquiers, j'ai la chance de faire partie de club dans une banque. Et vraiment, pour eux, c'est même chiant, quoi. C'est de l'énergie qui passe pour rien. Et donc, c'est pour ça que des moments où vous vous ferez un peu bloqué à l'entrée, parce qu'il faut vraiment monter du professionnalisme pour accélérer. Si tu devais nous donner un ou deux conseils, voire même plus, par rapport à l'immobilier, par rapport au mindset d'entrepreneur qu'il faut avoir dans le locatif, dans le marchand de biens, qu'est-ce que ça serait ? Alors, la première chose, je dirais même qu'elle est fondamentale, c'est de travailler sur vous. En fait, avant de vous dire je vais aller à fond dans l'immobilier, je vais faire plein de choses, je vais cibler une ville, vous devez travailler sur vous, comprendre ce que vous faites, comprendre votre vrai pourquoi vous faites tout ça. Et parce que souvent, c'est pas que pour l'argent. Alors au départ, oui, je me mets à la place de si quelqu'un là me suit, gagne un SMIC, forcément. Oui. Mais vous voulez de l'argent pour autre chose en fait, pas pour de l'argent. Et en fait, une fois que vous aurez trouvé ça, ça va être votre point d'accroche auquel vous pourrez toujours réfléchir. Ça c'est le premier. Et du coup, ça c'est un vrai travail que vous devez faire. Je sais pas si coach ou dans les livres. Hein, moi j'ai beaucoup appris dans les livres, en tout cas en termes de développement personnel. Et donc je vous invite en suivant des gens inspirants, etc., à essayer de vous animer de ça. Ça c'est la première en termes de mindset. La deuxième c'est d'écrire la route. Enfin, il y a un moment quand tu veux aller à Marseille, dans le GPS tu tapes Marseille et il te met les étapes, tu vois. Et là vous devez mettre là où vous voulez aller. Allez pas trop loin au début parce que quand vous n'avez pas l'habitude de faire ce travail, ça a rien de voir à 10 ans. Voyez déjà à 1 an et pour les plus expérimentés à 3 ans et d'autres à 5 ans parce que sinon de toute façon il faudra le refaire chaque année parce que ça changera. Mais en fait ça vous permet de prendre toujours des décisions en lien avec votre objectif, mais l'objectif il doit pas être c'est que sur l'IMO ou la finance, tu vois, il doit être sur tout un tas de choses en fait, de la santé, la spiritualité, mets pas tout encore une fois en place en même temps, mais chaque année tu reprends des choses et après ça t'en fais ta roadmap avec des trimestres et avec des petites choses chaque trimestre. Alors ça paraît peut-être un peu tout fait ce que je vous dis, mais je vous jure que c'est la clé, parce que tous ceux que je peux coacher ou que je suis, qui n'ont pas ça, en tout cas qui n'ont pas ça de très clair, ils vont beaucoup moins vite que les autres. J'ai pas dit qu'ils avancent pas, ils vont moins vite. Ils vont moins vite, c'est moins clair, ils prennent des décisions qui sont pas en lien avec leur vrai pourquoi, et du coup ils sont obligés de revenir dessus. Tu vois, à terme. Ils perdent du temps. Exactement, parce que tu as l'impression que c'est la bonne décision, puis un an après tu te dis ah ouais mais en fait là où je voulais aller c'était là, et du coup je suis obligé de rechanger, tu vois. Donc voilà, vraiment, donc le premier, le travail sur soi, le deuxième, la roadmap primordiale, et ensuite la troisième c'est entourez-vous de gens qui ont déjà fait, avec qui vous pouvez discuter, vraiment réseauter, rentrer dans des groupes immobiliers gratuits, payants, on s'en fout, chacun doit trouver parce que ce qu'il a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de présence, il y a des gens qui en ont besoin de beaucoup moins, il y a des autodidactes qui veulent surtout pas qu'on leur dise des choses.
en fait, nos problèmes, ce qu'il faut, c'est se trouver, se comprendre. Et si vous avez travaillé sur vous, vous avez fait votre roadmap, ce sera d'autant plus facile de trouver ce dont vous avez besoin. Et en fait, une fois que ça, c'est OK, l'immobilier, ça va être qu'un résultat de tout ça, ce sera parti. Et peut-être que vous direz, du coup, c'est pas l'immobilier, c'est la bourse que je veux faire, parce que le vrai lien, tu vois, en fait, vraiment, hein, et donc vous verrez bien, mais voilà, 3 étapes. Alors désolé, c'est pas sur l'immobilier pur et dur. Puis après, c'est de travailler, pas de secret autre. Je pense que le mindset, c'est quand même la base, c'est le pilier fondamental. Si on veut arriver jusqu'au toit, il faut déjà avoir des bonnes fondations. Et ça commence par une bonne mentalité, bien se prendre en main pour pouvoir après partir sur l'immobilier, prendre les connaissances, etc. Et puis après faire sa petite vie, son petit bonhomme de chemin. C'est ça. Et par contre, il y a un truc, un dernier tips, parce que du coup, dans la préparation, on prend tous les tips. Ouais, parce que celui-là, je l'aime bien, et en fait, je le partage pas souvent. D'ailleurs, je le mets dans une de mes stories, parce que, en fait, à un moment, par contre, il faut se focus sur une stratégie. Arrêtez de vous polluer avec, parce que tant que je vous dis de suivre des gens bien, de vous entourer, OK, mais vous dispersez pas, mettez un truc en place, allez-y à fond, et vous ferez le bilan dans 6 mois ou dans 1 an. Et arrêtez avec ah oui, mais lui il a dit ça, mais lui il a dit ça, mais lui il a dit ci, et en fait à un moment vous ferez absolument rien, parce que les actions sont longues à mettre en place, et les résultats sont très longs à arriver, et donc en fait si tu changes à chaque fois, les résultats ils arrivent jamais. Et donc il faut à un moment se mettre une stratégie, l'appliquer. Vous ferez le bilan au bout de 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Vous n'avez pas avancé autant que vous vouliez, c'est pas grave. Vous avancerez mieux l'année prochaine, mais ne vous défocusez pas de ce que vous avez mis en place. Vous ferez le bilan, mais pas à horizon de 3 mois, plutôt 6 mois, 1 an. Vraiment, on fait le bilan à 1 an, on fait pas le bilan tous les 2 mois parce que sinon, vous courez droit à la catastrophe, à la baisse de motivation, etc. Et c'est pas bon du tout. Si on veut te suivre, comment peut-on faire ? Écoutez, moi je suis donc sur Instagram, Seb Marcus, aussi sur Facebook, mais c'est sur Instagram que je réponds, c'est moi qui est présent. Tes stories, tes réels. C'est ça, je suis tous les matins je fais des stories, focus entrepreneuriat, mindset justement, forcément un peu locatif, marchand bien, etc. C'est mon métier, mais et vraiment je kiffe partager tout ce que j'ai en tête, ma journée, je fais ça le matin quand je reviens de l'école de mes enfants, et voilà, j'échange beaucoup avec les gens, ça m'apprend beaucoup sur les galères un peu de tout le monde, comment faire, comment résoudre, et donc voilà, sur Instagram, Seb Marcus. D'accord, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe, le Cercle Marchand de Biens ? Très rapidement, alors, le Cercle c'est un incubateur à marchand de biens pour des gens qui veulent professionnaliser les choses et devenir marchand et en faire un métier. Donc c'est un programme d'accompagnement donc sur 3 ans qui est assez haut de gamme avec énormément de prestations. Je ne peux pas tout vous décrire là et c'est pas l'objectif. C'est quelque chose, j'essaye d'assez élitiste avec 100 personnes à l'intérieur. D'ailleurs on est déjà presque complet. Après on aura forcément des départs comme dans chaque endroit, il y a des gens qui se plaisent, des gens qui se plaisent moins. Mais c'est vraiment un club où on professionnalise les choses. Avec des vraies valeurs, bienveillance, entraide. En fait, on se donne le levier. Je parlais d'expérience cash et de savoir-faire. C'est vraiment ça. On travaille sur ces 3 choses-là. Et en gros, on fait ce qu'il faut pour que les gens, step by step, transforment leur vie. De passage d'investisseur à marchand ou de démarrer tout simplement marchand, c'est possible directement. Et donc voilà, et c'est surtout un endroit où on s'éclate avec des gens très bien, et c'est ça qu'on adore. Je vous recommande donc de suivre la page d'Instagram de Seb Marcus. En tout cas, merci de m'avoir accueilli ici à Beauvais et puis d'avoir accepté mon interview. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, les investisseurs. On se dit à lundi prochain. Merci beaucoup, à bientôt.